Voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Delphine Yaga et au nom de Suissed, je suis très heureuse de vous accueillir à cette discussion en ligne sur les défis du monde paysan et sur les pistes que propose l'agroécologie. Vous avez été très nombreuses et très nombreux à répondre favorablement à notre invitation en Suisse, mais également dans plusieurs pays de l'hémisphère sud, et nous vous en remercions chaleureusement. Cela démontre à quel point le travail des paysannes et des paysans, l'accès à une alimentation saine pour toutes et tous en suffisance et la préservation de notre environnement intéresse et préoccupe la population. Alors Succède est engagé de longue date aux côtés des paysannes et des paysans du Sud qui travaillent sur des petites exploitations, circuits courts, utilisation de semences locales, plaidoyer, diversité des cultures, mais aussi transfert de connaissances ou bien engagement en faveur de l'égalité des genres. Ces principes font partie des pratiques agroécologiques que nous soutenons et nous sommes persuadés qu'ils contribuent déjà à la réalisation de systèmes alimentaires durables. En février dernier, Bernard Lehmann a lancé un appel en faveur de l'agroécologie comme solution peut-être au défi du monde paysan dans la presse romande. Donc, pour l'ancien directeur de l'Office fédéral de l'agriculture en Suisse, c'est peut-être l'issue à ces difficultés. Eh bien, cette prise de position, elle a tout de suite suscité l'intérêt chez Suiced, le débat. Et puis, on a souhaité organiser cet événement pour permettre à M. Lehmann d'approfondir le débat, mais aussi de donner la parole à des voix du terrain. Donc, nous aurons également la chance aujourd'hui d'entendre Aïssé Barry, chargé de programme de Suiced en Guinée-Bissau, qui nous expliquera comment le réchauffement climatique complique le travail des paysannes et des paysans sur le terrain et par là même l'accès à l'alimentation, mais comment aussi Suiced accompagne les populations locales vers l'agroécologie, avec quels résultats, puis peut-être aussi quelles difficultés. Il y aura une autre voix du terrain qui viendra compléter ce podium et qui va nous parler plutôt des défis, des difficultés du monde paysan suisse. Ce sera celle d'Anne Chenvar, agricultrice vaudoise et également présidente de la coopérative Le Lait Équitable. Et puis, il y a vous, cher public, hein, vous avez répondu, comme je le disais, nombreux à cette invitation. Et puis, vos voix, elles nous intéressent, elles nous motivent, elles nous interrogent et puis elles contribuent sans aucun doute aussi à développer des solutions durables. Alors, sans plus attendre, je vais passer la parole à Laurent Siro, journaliste et correspondant pour Kiso Nates auprès des organisations internationales à Genève. C'est lui qui nous fait le plaisir de modérer cet événement. Il va maintenant vous présenter un peu plus en détail ces trois intervenants de choix qui ont accepté d'être présents aujourd'hui. Et puis, il va également vous expliquer de quelle manière on va procéder dans le cadre de cette discussion. Je vous remercie d'ores et déjà chaleureusement d'être si nombreuses et si nombreux. Et je vous souhaite un excellent moment. Merci, mesdames et messieurs. Bienvenue à toutes et à tous à ce débat en ligne organisé par Suiced. Mon nom est Laurent Sierraud et c'est moi qui vais avoir le plaisir de vous présenter les différents intervenants qui vont vous parler d'agroécologie pendant la prochaine heure. Nous n'avons aucune autre issue. C'est cette phrase exacte, limpide, que Bernard Lehmann, l'ancien directeur de l'Office fédéral de l'agriculture, a utilisée en février dernier pour faire un vibrant plaidoyer pour l'agroécologie en pleine manifestation des agriculteurs dans plusieurs pays, y compris en Suisse. Alors, plaidoyer pour les circuits courts, crainte face aux effets des accords commerciaux ou encore efforts demandés face au changement climatique, les agriculteurs sont de plus en plus au centre de l'équation face aux défis du 21e siècle. Mais comment se positionne-t-il par rapport à l'agroécologie? Et d'ailleurs, que recoupe ce concept? Peut-il constituer une solution face aux colères paysannes et pour garantir une sécurité alimentaire durable? Comment est-il aussi déjà appliqué dans plusieurs pays africains, notamment au travers des programmes de Suicide? C'est à toutes ces questions que nous allons essayer de répondre. Avec nous pour en parler, deux femmes, elles ont été déjà présentées, mais je le fais encore brièvement. Anne Chenvar, agricultrice, présidente de la coopérative Lait Équitable, ou Fair Suisse en bon français, également infirmière. Bonjour à vous. Aïssé Barry, vous êtes chargée de programme pour Suiced en Guinée-Bissau et vous êtes également une experte de l'égalité des genres et des innovations en termes d'agriculture familiale. Et un homme, celui qui a lancé cet appel, c'est vous, Bernard Lehmann. Bonjour, ancien directeur de l'Office fédéral de l'agriculture et qui multipliait encore les mandats
en lien avec la thématique du jour, notamment comme président du comité d'experts de l'ONU sur la sécurité alimentaire et la nutrition, ou encore comme président du conseil de fondation de l'Institut de recherche d'agriculture biologique. Maintenant, comment allons-nous procéder? Parce que dans un second temps, vous pourrez, mesdames et messieurs, poser vos questions à nos intervenants. Nous vous encourageons à le faire via la fonction chat et discussion. Nous commencerons à poser les questions au terme du premier tour de table, donc au terme des 3 premières interventions. Mais pour un débat interactif, nous prendrons également quelques questions en direct via votre caméra. Donc, n'hésitez pas à lever la main pour ceux d'entre vous qui souhaitent poser votre question directement. Et pour ceux d'entre vous qui, dans ce cas-là, qui auraient un casque, n'hésitez pas aussi à vous munir d'un casque pour une meilleure qualité de son. Vous êtes nombreux aujourd'hui, donc nous ne pourrons peut-être pas prendre toutes les questions, et nous allons veiller à varier les approches, aussi bien que les profils des personnes qui poseront leurs questions. Und das bringt mich zu die deutschsprachige. Ihr könnt auf Maintenant, pour les germanophones ou bien les francophones qui ne comprennent pas les deux langues, il y a le map monde. Vous pouvez cliquer dessus et puis activer la langue souhaitée pour toujours entendre la traduction. Merci d'être avec nous. On sent le ras-le-bol dans le monde paysan monter de plus en plus. On en a eu le témoignage ces derniers mois avec ces manifestations, y compris en Suisse. Alors, en quelques minutes, expliquez-nous quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés et peut-être comment le défi climatique a déjà un impact et aura, selon vous, dans les prochaines années, un impact sur l'activité agricole. Parfait. Alors, bonjour à tous. Déjà, merci pour l'invitation parce que c'est très important pour moi qui suis une agricultrice conventionnelle de pouvoir venir parler de ma réalité. Donc, pour ma présentation, je vais déjà parler un peu du contexte agricole actuel qui mène aux révoltes qu'on connaît. On va voir ensemble quelles pourraient être quelques réponses, solutions, ainsi que les défis et les perspectives. Voilà, donc si on parle du contexte agricole qui mène aux révoltes qu'on connaît, donc on a déjà une baisse significative de notre revenu agricole. On constate un manque de relève sur beaucoup d'exploitations et un manque de personnel qualifié pour accompagner le chef d'exploitation. On a une augmentation assez dramatique de notre charge administrative, on a des contraintes, des normes de plus en plus strictes et ça engendre de nombreux contrôles. Donc, pour exemple, sur mon exploitation l'année passée, j'ai eu 8 contrôles différents, dont 7 contrôles inopinés. Quelque chose qui est parfois lourd à porter pour les agriculteurs, c'est un peu l'incohérence des consommateurs, parce qu'on a une population qui est de plus en plus exigeante envers les agriculteurs, que ce soit au niveau du bien-être animal, que ce soit au niveau d'une réduction des produits phytosanitaires, mais qui n'est pas toujours prête à, investir de l'argent dans son alimentation et payer au prix juste la production agricole. On a parfois un peu l'impression d'être des boucs émissaires et on souffre beaucoup d'agribashing. Je pense que ces éléments, ils amènent à une vraie perte de sens, à un sentiment d'être des fonctionnaires, à vivre grâce au paiement direct. On a un peu l'impression parfois d'être pris pour des jardiniers du paysage. On ressent quand même une dévalorisation du statut et un manque de reconnaissance. Voilà, si on veut parler un petit peu de réponse et de solution à la crise actuelle, je crois que ce qu'on a vraiment besoin en tant qu'agriculteur, c'est d'un vrai contrat social entre les consommateurs et les distributeurs. On sait qu'en Suisse, les consommateurs investissent entre 5 et 11 du budget d'un ménage dans l'alimentation. Et c'est vrai que si on veut aller vers davantage de durabilité environnementale, économique et sociale, on a besoin que les consommateurs aussi deviennent des partenaires et investissent dans leur alimentation. Après, le consommateur, il ne peut pas tout faire tout seul. On a aussi besoin de distributeurs qui soient de vrais partenaires, qui soient transparents sur leurs marges et qui soient capables de répartir équitablement la valeur ajoutée tout au long de la chaîne pour que nous, les producteurs, on puisse aussi en bénéficier et qu'une augmentation de prix de l'alimentation ne se répercute pas uniquement sur les consommateurs. On a aussi besoin que les agriculteurs développent eux-mêmes des gammes de produits équitables et locaux sous le modèle de fer suisse. Donc peut-être je vais
donner quelques mots en fait sur cette coopérative. Donc, on est un groupe de producteurs de lait issus de tout le territoire suisse. On s'est groupé en une coopérative et on essaye de commercialiser des produits laitiers équitables qui nous rémunèrent à un prix juste pour qu'on puisse couvrir nos coûts de production. Donc, on aurait besoin que d'autres filières développent ce genre de gamme et on a surtout besoin que les distributeurs acceptent de distribuer ce genre de produits qui souvent répondent à des cahiers des charges plus stricts que pour la production traditionnelle. En tout cas, c'est le cas pour Faire Suisse. Puis malheureusement, dans les rayons des grands distributeurs, on trouve très peu de produits équitables et locaux. Donc, comme je l'ai dit, on a vraiment besoin d'une répartition équitable de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne. Et je pense qu'on a vraiment besoin qu'il y ait une confiance qui soit rétablie entre les politiciens, les consommateurs et les producteurs. Parce qu'un producteur, c'est quelqu'un qui a des compétences, c'est quelqu'un qui est formé, qui peut s'améliorer, qui doit s'améliorer. Mais je pense qu'on doit absolument rétablir cette confiance. Ensuite, on ne doit pas oublier que le rôle premier d'un agriculteur, c'est de nourrir la population. Et on a besoin d'une politique agricole qui soit cohérente et qui ait une vision sur le long terme, qu'on n'ait pas un rebrassage des cartes tous les 4 ans. Si on parle un petit peu des perspectives et des défis, c'est vrai que le grand défi de l'agriculture aujourd'hui, c'est d'assurer la sécurité alimentaire d'une population qui est en croissance constante. Mais pour assurer cette sécurité alimentaire, on ne doit pas s'appuyer uniquement sur une augmentation des importations, parce qu'on n'a pas le droit, en tant que pays quand même riche, d'exporter nos problèmes ailleurs. Parce que quand on augmente nos importations, c'est souvent des denrées qui ne vont pas répondre à nos normes de production ni à nos exigences. Donc, en augmentant nos importations de denrées alimentaires, on va exploiter des gens ailleurs, on va souiller la terre ailleurs, on va exploiter des animaux ailleurs. Donc, c'est très important d'avoir cette responsabilité et d'être conscient que notre responsabilité de consommateur ne s'arrête pas à la frontière de notre pays. Un des gros défis pour l'agriculture en Suisse, c'est d'assurer la relève et d'assurer un accès à la terre qui soit équitable. Ensuite, je pense qu'on a vraiment besoin de développer un système de production alimentaire qui soit respectueux et durable, mais selon les 3 piliers de la durabilité. Bien sûr, la durabilité environnementale, mais également la durabilité économique et sociale. Parce que si on ne peut pas assurer un revenu digne aux agriculteurs, on ne pourra pas aller vers davantage de durabilité environnementale. C'est vrai que c'est un peu le cœur du discours de Faire Suisse, donc de notre coopérative de producteurs de lait, c'est de se dire que sans une vraie durabilité économique pour le producteur, on ne pourra pas lui en demander plus au niveau social et environnemental. On ne peut pas faire toujours plus avec toujours moins. Ensuite, je pense vraiment qu'on doit valoriser tous les rôles de l'agriculteur. Le rôle principal, c'est la sécurité alimentaire de la population, mais on a aussi l'entretien du paysage, l'occupation décentralisée du territoire, etc. Et probablement que l'agroécologie, c'est aussi une piste à étudier pour répondre aux nombreux défis auxquels va être confrontée l'agriculture dans les années à venir, que ce soit au niveau du réchauffement climatique, de l'augmentation de la démographie, et puis aussi malheureusement de la perte de terres arables par un bétonnage qui est assez dramatique, en tout cas en Europe. Voilà, donc merci beaucoup pour votre attention. Puis je vais passer la parole à mon collègue qui saura mieux que moi parler d'agroécologie. Merci beaucoup pour votre attention. Oui, vous terminez en posant cette question sur, est-ce que l'agroécologie est peut-être une solution? Bernard Lehmann, c'est vous, hein, qui aviez, lancé, cet appel il y a 2 mois. Alors l'agroécologie, qu'est-ce que c'est finalement? Parce qu'on l'aborde souvent, on pense l'aborder souvent sous le seul angle du bio, alors qu'il y a 13 principes, donc c'est, bien davantage que ça, il y a bien davantage de volets. Donc expliquez-nous peut-être en quelques minutes ce qu'est concrètement, l'agroécologie et puis, question additionnelle, les conflits et les nombreux conflits, l'augmentation, de la population et le changement, climatique fragilisent la sécurité, alimentaire dans le monde. On l'a vu encore hier, un chiffre, hein, de l'ONU, 24 millions de personnes supplémentaires pour 2023 qui sont en insécurité alimentaire aiguë dans le monde. Donc comment l'agroécologie concrètement peut-elle peut-être constituer, la panacée face à ces défis, que ce soit en Suisse ou dans les autres pays? Oui, merci beaucoup de l'invitation. Bonjour à tout le monde. Ma contribution en fait, consiste à mieux cerner ce que l'on entend par agroécologie et puis j'essaye de placer cette notion un peu dans un contexte, qui est très varié, au nord, au sud, c'est pas toujours, la même chose, mais avec des enjeux qui sont parfois,
très similaires dans le sud et dans le nord. Et ces enjeux concernent toute la filière agroalimentaire, donc des productrices, producteurs aux consommatrices, consommateurs. Les enjeux, disons, pour juste placer ce contexte pour l'agroécologie, à mon sens, on peut les réduire à 4 enjeux principaux. Le premier constat, c'est que l'alimentation, le monde, euh, avec l'alimentation, nous chargeons trop l'environnement et des ajustements sont nécessaires parce qu'aujourd'hui, on va au-delà de la limite de la durabilité économique, écologique et sociale. Il y a, comme ça a été dit, le changement climatique qui met la productivité sous pression, où nous devons trouver des solutions avec des plantes adaptées justement à ces conditions futures. Des mesures très diverses sont nécessaires. Et puis, un enjeu très important, mais partout, c'est partout un peu la même chose, au nord, au sud, les rapports entre les acteurs de la chaîne agroalimentaire. Ici, comme Mme Chelmar l'a dit, il y a toujours une tendance à une pression très forte sur le premier maillon de la chaîne. Et ici, il faut repenser ces rapports de force pour mieux valoriser la production primaire. Et puis, comme accolade un peu sur ces enjeux, il y a la sécurité alimentaire en tant que telle. Aujourd'hui, on ne peut pas affirmer que la sécurité alimentaire soit durable telle qu'elle est assurée aujourd'hui. Et il y a différentes approches pour voir cette sécurité alimentaire. Parfois, il faut dire que ça ne sert pas à grand-chose de produire plus, globalement parlant, parce que c'est plutôt l'accès à l'alimentation, donc il faut des moyens financiers pour accéder. Il y a une inégalité des chances au niveau des producteurs, par exemple, dans le monde. Les jeunes n'ont pas assez d'accès à ces ressources. Donc ici, il faut revoir beaucoup de choses. Alors, disons, les organisations de l'ONU, telles que le comité World Food Security, donc sur la sécurité alimentaire, avec son HLPE, c'est un panel d'experts auquel j'ai appartenu. Nous avons publié il y a 5 ans un rapport sur l'agroécologie qui, euh, qui voit beaucoup plus large que ce que l'on peut penser avec ce terme assez étroit d'agroécologie. Il y a vraiment, il a été mentionné tout à l'heure, on parle de 13 axes et les pays membres de l'ONU ont accepté cette notion, ont accepté cette définition et ont défini des démarches qu'ils mettent en place dans leur pays. Les démarches peut-être un peu différentes au nord, au sud, mais ces démarches sont toujours, elles vont toujours dans le sens qu'il y a pardon, je ne peux plus avancer ma feuille, pardon. Voilà. Il y a un volet écologique ou agronomique écologique, c'est ce qui est en bas de ma feuille, et il y a un volet socio-économique qui est au haut de ma feuille dans une couleur un peu différente. Dans le domaine écologique, il y a plusieurs mots-clés. Il y a la diversification, il y a la biodiversité, bien sûr, la santé du sol, la réduction des intrants, par exemple. Et puis, dans le domaine socio-économique, il y a justement, il y a un mot qui s'appelle fair play. Vous voyez vers le haut à gauche, c'est un mot qui a été utilisé Madame Chenvar tout à l'heure, fairness. Donc, c'est un enjeu très important, c'est de rééquilibrer ces rapports au long de la chaîne. Je résume l'agroéconomie sur la feuille suivante. Alors, je prends la partie verte en bas pour montrer qu'ici, il y a aussi quelque chose à faire dans le domaine de l'environnement et de la protection des ressources. Mais il n'y a pas que l'environnement. L'environnement, c'est aussi les ressources naturelles qu'utilisent la paysanne et le paysan, le sol, par exemple, l'eau pour produire. Donc, il y a une chose importante, c'est utiliser moins d'intrants de ceux qui mettent en danger l'environnement d'une part, mais qui mettent aussi en danger l'outil de production de l'agriculture. En Suisse, par exemple, on a engagé une voie de réduction de ces intrants. Il y a ensuite, comme je l'ai dit, l'adaptation au changement climatique, où là, il y a beaucoup de choses à faire puisque nous avons des aléas très différents. Il y a du froid, même on pense toujours que le changement climatique, c'est que du chaud. Il y a une alternance de froid et de chaud, il y a une alternance de sec et de trop d'eau. Donc, il y a des choses très nouvelles auxquelles on est confronté, où il faut trouver des solutions agronomiques pour ceci. Et puis, bien sûr qu'il ne faut pas tout simplement réduire les pesticides, mais il faut trouver des alternatives à ces pesticides classiques
avec une augmentation de ce qu'on appelle justement la production qui tient compte de tous les systèmes biologiques et agronomiques, et bien sûr aussi, comme le montre l'agriculture biologique. Je ne veux pas dire que toute l'agriculture doit être biologique, mais il faut aller dans cette direction-là. Et dans la partie du haut de ma feuille, vous voyez le côté socio-économique. Madame Chenvar l'a dit, une responsabilité accrue des consommatrices, des consommateurs pour la sécurité alimentaire. Bien sûr qu'on pourrait en parler une heure seulement de cette chose, ou même plus. C'est pour dire que là, il y a un enjeu énorme, c'est la responsabilisation de tout un chacun pour la sécurité alimentaire à l'avenir. Et puis, il y a quelque chose qui est très difficile, un sujet extrêmement difficile, c'est moins de pouvoir de marché dû à la structure de l'industrie agroalimentaire d'aujourd'hui et aussi de la distribution. Ici, nous avons vraiment, que ce soit au nord et que ce soit aussi en partie au sud, un déséquilibre flagrant qu'il faut corriger. Madame Chenvar a montré un exemple, disons, qui vient de l'agriculture elle-même, comment on peut contrecarrer un petit peu tout cela, mais je pense qu'il y a deux choses. Il y a le niveau individuel ou des agricultrices et des agriculteurs, mais aussi le niveau de la politique générale pour corriger ces choses. Et puis, à l'importation, il y a des régimes commerciaux il faut réinventer ces régimes commerciaux pour mieux ménager l'agriculture locale, paysanne et durable. Donc, une nouvelle responsabilité partagée au sein de ce système agroalimentaire, parce qu'il faut réfléchir en système. Nous sommes tous dans le même bateau et nous devons tous sortir justement des difficultés que nous avons. Je termine en disant, nord, sud, il y a des choses, des enjeux peut-être qui sont variés, mais ce qui est important, c'est que dans le fond, l'agroécologie, c'est un dénominateur commun. Pour les uns, je ne dis pas exactement qui exactement dont il s'agit, mais pour les uns, de faire des ajustements à la suite de la révolution verte qui a montré qu'on a été en partie dans la fausse voie. Et puis pour les autres, c'est de faire des progrès durables et d'avancer en évitant les erreurs que les autres ont faites. Donc, il s'agit que nous tous, nous puissions ensemble construire un système agroalimentaire plus durable, mais aussi plus juste. Merci de votre attention. Merci Bernard Lehmann. Certaines expérimentations sont déjà menées dans plusieurs pays depuis des années. Oui. C'est le cas notamment en Guinée-Bissau via les programmes de Suiced. Donc Aïssé Bari, peut-être en quelques minutes, pourriez-vous nous expliquer comment Suiced a accompagné les agricultrices et les agriculteurs locaux dans ce pays et en quoi l'agroécologie a amélioré le quotidien de ces personnes, mais aussi peut-être de tout un écosystème économique autour d'elles. Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. En Guinée-Bissau, Suiced soutient l'agroécologie pour l'adaptation au changement climatique, pour l'amélioration des revenus et assurer aussi l'accès à l'alimentation et globalement aussi l'amélioration et la protection de l'environnement. Guinée-Bissau, c'est un pays qui se trouve en Afrique de l'Ouest et qui a environ 2 millions d'habitants. Et 56% de la population active vit en milieu rural, dont 68% de ces personnes vivent de l'agriculture. Nous avons ici un climat tropical propice à une grande variété de cultures, principalement les céréales, les tubercules, d'autres cultures aussi telles que l'arachide, et certaines cultures de rente comme la noix de cajou qui est très développée ici et des fruits. L'impact du changement climatique sur le travail des paysans est très important ici en Guinée-Bissau. Et dans le cadre de nos projets et programmes, on essaie d'apporter des réponses à travers l'agroécologie et l'agroforesterie. Des formations sur le terrain sont données aux paysans et paysannes et la production agricole est surtout à petite échelle au niveau de l'agriculture familiale qui est beaucoup plus développée ici. Des formations sur le compost, le biopesticide, la diversification des cultures sont des pratiques
qu'on apporte aux paysans et en renforçant aussi avec des connaissances locales paysannes qui permettent de faire face aux effets du changement climatique dans leur environnement. Certaines pratiques comme locales paysannes telles que la construction de digues, par exemple, pour limiter les inondations au niveau des espaces agricoles, que les paysans même ont développé, et en réutilisant certaines cultures ou certaines plantes qui ne sont pas adaptées, par exemple, pour ces cultures-là, ils les réutilisent pour pouvoir protéger aussi. Il y a le recyclage de certaines matières organiques qu'ils récoltent, qu'ils recueillent au niveau dans leur environnement même, qui permet aussi de renforcer la production. Et les paysans travaillent beaucoup sur la couverture et la fertilisation des sols, et également la production avec les semences locales, donc qui permet toujours de conserver aussi leur patrimoine local en termes de semences. Ce qu'on a apporté aussi au niveau en termes d'accompagnement dans l'agroécologie, c'est le soutien aux femmes qui représentent 48% de la main-d'œuvre agricole en Guinée-Bissau. Et aujourd'hui, ça a permis de travailler aussi au niveau de l'égalité genre entre hommes et femmes pour permettre aux femmes aussi d'avoir accès à la terre, de pouvoir aussi avoir leur propre espace de culture et de pouvoir aussi développer leur propre activité génératrice de revenus à travers la production agricole. Et en termes de succès, on a noté que l'amélioration de la qualité et de la diversité de l'alimentation grâce aux pratiques agroécologiques. Aujourd'hui, sur le terrain, on a des témoignages des bénéficiaires qui disent qu'auparavant, par exemple, ils mangeaient moins de légumes et il y en a qui ne mangeaient même pas. Et aujourd'hui, grâce à la production agroécologique, les familles arrivent à manger plus de légumes, à avoir dans leur alimentation plus de diversité. Et au niveau économique aussi, principalement les femmes qui font la production maraîchère, elles arrivent à avoir des productions qui, pour la consommation de la famille et pour vendre aussi, ce qui leur permet d'améliorer leurs revenus et de diversifier aussi leur activité économique. Et par rapport à la protection de l'environnement, les pratiques agroécologiques et les connaissances locales développées par les paysans aussi permettent de garantir une meilleure protection des sols et aussi de diversifier certaines espèces au niveau, par exemple, des forêts avec l'introduction des espèces en voie de disparition et le fait de développer aussi l'agroforesterie. La meilleure utilisation aussi des espaces agricoles permet avec l'agroforesterie de maintenir ces espaces-là tout en préservant aussi les espaces agricoles que les producteurs avaient. Donc, ce sont un ensemble de pratiques et d'accompagnement qu'on est en train de faire avec les paysans, dont les résultats sur le terrain à travers les témoignages des différents producteurs et productrices nous permettent de continuer à promouvoir l'agroécologie et aussi à valoriser les connaissances paysannes. Par exemple, sur le terrain, on a souvent les témoignages des productrices, souvent qui disent, qui étaient dans l'agriculture conventionnelle et qui souvent étaient confrontées à des difficultés, problèmes de santé. Il y a un témoignage, par exemple, que j'avais reçu sur le terrain où la productrice disait que elle mangeait beaucoup elle faisait le maraîchage, elle mangeait beaucoup de légumes crus. Et elle a eu des problèmes de santé, elle toussait beaucoup. Quand elle est partie à l'hôpital, ils lui ont dit que peut-être que c'était lié, scientifiquement, ça n'a pas été démontré, mais c'était une supposition que peut-être c'était lié à cette grande utilisation de produits chimiques, qu'elle a été conscientisée à cela et est rentrée dans les groupes de producteurs que Suicide accompagne, où aujourd'hui elle fait la production agroécologique, utilise les matières organiques et elle a
améliorer son alimentation à travers ses produits agroécologiques qu'elle cultive. Et elle-même, elle se sent beaucoup mieux sur le plan santé, où elle dit qu'elle va moins à l'hôpital maintenant. Et pour sa famille, elle dépense aussi moins en santé. Donc, je pense que ce sont des résultats aujourd'hui qui sont encourageants et qui nous permettent de promouvoir et de valoriser plus l'agroécologie au niveau de nos zones d'intervention. Parmi les défis, les collègues qui ont précédé ont présenté des défis qui sont plus des défis du contexte en Europe, mais qu'on peut aussi retrouver, on peut dire que ce sont des défis similaires. Ces mêmes défis, on les retrouve ici aussi dans notre contexte, en Afrique, particulièrement en Guinée-Bissau. À cela, moi, j'ajouterais les défis de la réduction des importations, par exemple, des produits importés, parce qu'en Afrique, on importe beaucoup de produits qui viennent d'Europe, par exemple, qui sont dans les marchés africains et dont la présence de ces produits aussi ne facilite pas trop à aller à encourager les gens à faire la production et à pouvoir être autonomes. Et aussi la valorisation et la promotion du consommé local. Donc, que les populations puissent consommer les produits qu'ils cultivent et les valoriser. L'autre défi, c'est la présence des pesticides dans les marchés. Dans nos marchés ici, on note une grande présence des pesticides qui sont pas contrôlés à cause de certains facteurs liés politiques ou économiques. Comme on est dans un État qui est un peu fragilisé, un contexte politique très instable, ces différentes problématiques sont souvent pas prises en compte comme il faut. Donc, les changements des habitudes peuvent prendre beaucoup de temps et nous travaillons beaucoup dans ce sens et essayons d'amplifier encore plus grâce aux résultats que nous avons obtenus des projets, les différentes connaissances et de valoriser les pratiques agroécologiques pour permettre aux familles paysannes d'être autonomes en termes de consommation alimentaire. Je vous remercie de votre attention et voilà ici quelques images que nous avons prises sur le terrain, sur un milieu périurbain où les femmes font la couverture des sols pour pouvoir protéger avec les températures fortes auxquelles on est confronté aujourd'hui. La variété de cultures, certaines cultures qui n'existaient pas, qui sont maintenant très promues à cause de cette bonne fertilité du sol grâce aux pratiques agroécologiques que les producteurs utilisent, qui permettent d'avoir assez de produits. Merci Aïssé, l'image s'est figée, mais heureusement on vous entendait encore. C'est à votre tour maintenant, mesdames et messieurs, de poser vos questions. Le changement peut prendre du temps, ce que dit Aïssé, on reviendra peut-être sur cette phrase tout à l'heure, mais on a une première question dans le chat de Sally Koumaï, qui est un ingénieur agronome dans le nord du Cameroun et qui dit piloter un réseau de 400 coopératives. Alors, est-ce qu'il y a une possibilité de collaboration avec Suissed? Ça, je laisserai peut-être Monsieur Aleman plus tard répondre, mais Sally Koumaï mettait d'abord en commentaire sur la table la question de la commande publique et de la restauration collective. Et ensuite, il pose une question au président. Alors, j'imagine que c'est pour vous, Bernard Lehmann. Quelles conditions sociales, économiques, techniques ou politiques pourraient favoriser ou freiner d'ici 2025 les innovations organisationnelles et institutionnelles en matière de transition agroécologique paysanne? Et je trouve cette question intéressante quand on dit le changement peut prendre du temps. Là, il articule l'horizon 2025. Dans votre réponse, peut-être dites-nous aussi à quel horizon est-il raisonnable de pouvoir penser qu'il y aurait un large basculement vers cette agroécologie? Voilà, donc je ne suis président de rien du tout hein, dans ce contexte-là. Je suis une personne retraitée mais active
Euh, je crois qu'il faut juste dire, il y a des choses qui sont urgentes à court terme, c'est l'aide humanitaire pour l'alimentation. Euh, le World Food Programme donne à manger quotidiennement à peu près à la population allemande et française ensemble sur la planète. C'est énorme. Donc ici, cette urgence, elle est là. Donc il faut faire quelque chose tous les jours. Et puis ensuite, il y a de l'autre côté, investir dans l'avenir, mais les fruits seront mûrs plus tard. Et je pense qu'une des choses fondamentales, que c'est le cas au nord, mais c'est aussi avant tout le cas au sud, c'est qu'il faut renforcer la formation des jeunes gens pour justement les sensibiliser à ce qui est durable au sens des trois dimensions de la durabilité. Qu'est-ce qui est durable dans le contexte dans lequel nous sommes? Et donc ça, la formation d'un côté, et puis ce que l'on a pu voir au travers de nos travaux qu'on a fait toutes les années dans un rapport sur l'inégalité, les inégalités dans la filière agroalimentaire, sur comment soutenir les jeunes, comment améliorer la résilience ou comment améliorer aussi l'approvisionnement des villes, donc l'agroalimentaire urbain, puisque la moitié des gens habitent en ville sur notre planète. Donc ici, c'est donner justement des droits nouveaux à des gens qui n'ont pas forcément le droit. Madame Aïssé Bassi a parlé des femmes, des dames, les femmes qui font la majorité du travail dans le domaine agroalimentaire sur la planète, au sud aussi. Et ces femmes ont besoin de davantage de droits, l'accès à des ressources, l'accès au crédit. Donc, tout ceci sont des choses qui prennent du temps pour que ça ait de l'effet. Et l'avantage de ces débats qui ont eu lieu dans les organisations onusiennes, c'est que tous les pays représentés essayent de refléter ce qu'ils pourraient faire dans ces domaines dont j'ai parlé sur la base des rapports qui leur sont présentés. Et ces débats, parfois, ils sont très longs, ils durent une semaine, mais ensuite, ça donne justement quelque chose à prendre avec dans les pays pour mettre en place des politiques agricoles, des politiques agroalimentaires ou des politiques foncières, par exemple, qui sont différentes. Et donc, ces discussions globales aident en tout cas les pays qui ont des infrastructures les plus faibles, qui ont des institutions les plus faibles, pour essayer de mettre en place des outils qui permettent d'améliorer la situation par rapport au contexte actuel dans lequel ils se trouvent. Voilà, je m'en arrête là pour le moment. Merci. On va prendre une question en ligne. Jules Mitachi qui a levé sa main. Merci d'activer votre caméra si vous le pouvez et de dire à qui vous adressez votre question. Jules Mitachi. Ouais, merci. En fait, moi, ce n'est pas tout à fait une question, mais plutôt une contribution par rapport à tout ce qui vient d'être dit. Donc, ma contribution, parce que M. Lehmann a à un certain moment parlé lors de sa présentation, il avait parlé d'essayer un peu de repenser la force économique, la force qu'il y a entre les différents acteurs économiques. Et je pense aussi qu'il est important de repenser la collaboration entre producteurs, disons, la relation, la collaboration, la relation entre producteurs, consommateurs et l'environnement. Ce sont des aspects qu'on est supposé repenser. Et dans le contexte, moi, j'ai cet avantage de pouvoir un peu brasser le monde européen, Amérique et puis l'Afrique. La problématique qui se pose surtout en Afrique, c'est aussi une problématique en lien avec l'éducation, comme M. Bernard venait de le soulever tantôt, là. Et cette éducation, c'est vraiment du point de vue la production et du point de vue aussi changement climatique. Les différents facteurs qui touchent, les différents éléments qui touchent la question du changement climatique en lien avec la production posent problème. Ce lien-là qui s'est fait entre les différents éléments
le producteur africain ne le possède vraiment pas, ne possède pas suffisamment de connaissances, au point qu'il se retrouve presque parfois un peu démuni dans ce qu'ils sont supposés faire. Pourtant, le travail est un travail énorme. Et puis, cette association-là de connaissances entre locaux et cette connaissance un peu universelle ou bien scientifique, qu'on peut dire, je pense que c'est quelque chose qu'il faut essayer de mettre de l'avant, mettre un peu de l'emphase dans ces sens-là pour pouvoir soutenir ces producteurs-là. Donc, ce sont ces éléments-là que j'allais soulever pour pouvoir montrer un peu l'importance de débats comme celui-ci et l'avantage qu'on peut avoir aussi pour pouvoir orienter les différents éléments qui sont évoqués ici, surtout pour les gens qui sont sur le terrain, dans ce qu'ils sont en train de faire. Donc, quelques séminaires, quelques ateliers de formation qui permettent de pouvoir montrer aux producteurs la contribution ou l'interaction qui existe entre le changement climatique et la problématique réelle de la production à travers tous ces différents défis qu'ils ont eu à soulever, c'est aussi très important. Et s'il faut que je finisse par là, juste savoir, est-ce que nous pourrions avoir l'opportunité d'avoir les différentes présentations ici des intervenants? Merci. Alors, le message sur ce dernier point est passé. Et peut-être, parce que finalement, il y a quand même des questions qui se posent derrière votre intervention, peut-être sur cette question de l'éducation, Aïssé Barry, en Guinée-Bissau, comment concrètement on éduque aussi, enfin on éduque, on sensibilise ces agriculteurs locaux aux bienfaits de l'agroécologie, au-delà de l'apport technique qui est fait, et peut-être comment les agriculteurs et agricultrices qui en bénéficient pas encore voient ces programmes. Est-ce qu'ils sont curieux? Est-ce qu'ils maintenant ils ont un appétit? Ils viennent vers vous, ils vous demandent de pouvoir être associés? Comment ça se passe sur ce point? Ici. Merci. Oui, pour répondre à la question sur la sensibilisation des agriculteurs, ceux qui sont déjà dans les programmes, dans les projets de succès, c'est une sensibilisation directe. Et pour les autres producteurs, la sensibilisation souvent passe par les pairs. Donc, ces gens qui ont déjà reçu cette formation, qui ont reçu cette information, font aussi une sensibilisation autour aux autres producteurs qui ne sont pas encore bénéficiaires de ces programmes. Et en même temps, il y a aussi ce phénomène-là de réplication automatique. Souvent, les paysans qui reçoivent l'appui de Suicide, quand les autres voient les résultats qu'ils ont, automatiquement, ils répliquent. Et il y a des communautés où, parfois même, qui sollicitent aussi l'appui de Suicide, qui font savoir qu'ils ne font pas partie de ces programmes, mais qu'ils souhaiteraient en faire partie. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à étendre, à élargir et à communiquer aussi avec des producteurs qui sont pas dans le programme. Merci Aïssé. Une deuxième question en ligne, Madeleine Kaufmann. Merci beaucoup. Madeleine Kaufmann de l'Office fédéral de l'agriculture. Merci de me donner la parole. Je tiens tout d'abord à remercier Suicide d'avoir organisé cet événement sur ce thème important, aussi qu'à Madame Chenevard, Bernard Lehmann et Madame Aïssé pour ces excellentes présentations. Merci beaucoup. J'ai une question pour Madame Chenevard et tout d'abord, je voudrais vous féliciter aussi pour cette initiative du lait équitable. C'est vraiment un projet extrêmement important et inspirant aussi, comme je trouve. Aussi, maintenant, on a vu que Aldi a aussi votre lait dans les rayons. Alors, vous êtes aussi en train de grandir encore. Vous avez mentionné que la population suisse ou les consommateurs même demandent de plus en plus aux paysans et que cela peut aussi mener à une surcharge, une fatigue, ce qui est bien compréhensible. Des fois, je me demande si ces 13 principes de l'agroécologie qui couvrent tous les domaines de la société, dimensions écologiques, socioculturelles, politiques et économiques, comme Bernard Lehmann a aussi présenté, différents niveaux, tout en même temps. Est-ce que ce n'est pas trop demandé à la fois? Est-ce que ce n'est pas encore une approche qui ajoute beaucoup de surcharge sur les paysans et sur les paysannes
au même temps. Ça m'intéresserait. Et pour conclure, peut-être, je voulais encore mentionner que la Suisse a également adopté ces principes de l'agroécologie présentés par Bernard Lehmann conformément au HLPE et a tenu compte aussi de ces principes agroécologie dans ses propositions concernant l'évolution future de la politique agricole. Et moi, je pense personnellement que, étant donné que le Parlement nous a donné pour mission de faire évoluer la politique agricole vers une politique du système alimentaire, vraiment ces 13 principes peuvent nous servir de point de départ. Merci. Alors, déjà, merci pour vos encouragements et pour votre soutien. Alors, c'est vrai que moi, en tant qu'agricultrice conventionnelle qui ai suivi un cursus traditionnel de formation, j'ai peu de connaissances d'agroécologie, réellement. Donc, parfois, j'ai l'impression que c'est je ne veux pas dire un fourre-tout, mais pour moi, en tant qu'agricultrice, j'aurais besoin de précision. En fait, j'aurais besoin qu'on m'accompagne d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue presque d'un point de vue culturel, enfin, spirituel ou enfin, je sais pas très bien comment le dire, mais en tout cas, qu'il y ait voilà, philosophique en tout cas. Quelle est la philosophie derrière l'agroécologie? Où est-ce qu'on veut nous mener? Et puis c'est vrai que ça, je l'ai dit plusieurs fois, tant qu'il y aura pas une vraie durabilité économique pour les producteurs, qu'on n'améliorera pas les revenus, ce sera difficile de nous en imposer plus ou en tout cas de nous mener encore vers de nouvelles normes ou contraintes ou peut-être l'agroécologie, c'est pas forcément une contrainte, mais c'est de nouveau une façon de changer de travail, c'est de nouveau une façon de changer de cap, c'est de nouveau une façon on doit s'adapter, mais on peut pas non plus le faire tout le temps à n'importe quel prix. Donc je pense qu'en effet, ça passe beaucoup par la formation parce qu'en tout cas, dans les écoles traditionnelles d'agriculture, on parle jamais d'agroécologie, c'est un concept qu'on n'aborde pas du tout, et certainement que ça passe par la formation en effet, pour, améliorer nos pratiques et je pense que beaucoup d'agriculteurs utilisent déjà des pratiques d'agroécologie sans en fait le savoir, mais le font naturellement. On fait beaucoup de choses pour la protection des sols, la diminution du labour, des semis directs. On est très vigilant à l'érosion, on a des couvertures de sol, on fait beaucoup de couvertures vertes qu'ensuite on laboure pour amener de la structure et de l'engrais vert dans les sols. Donc probablement que c'est des pratiques d'agroécologie qu'on fait déjà, mais en fait qu'on on sait pas que c'en est, en fait. Alors, je pense, voilà, une fois de plus, ça passe par la formation, par la vulgarisation et par l'incitation positive, pour adhérer à ces pratiques, sans qu'on les voie comme des contraintes ou des normes supplémentaires, des contrôles supplémentaires, mais comme quelque chose de positif, en fait, auquel il faut adhérer pour, aller vers davantage de durabilité. Mais voilà, une fois de plus, ça passe d'abord par une vraie durabilité économique du producteur pour pouvoir, améliorer ses pratiques. Merci Madame Chenvar. Deux questions dans le chat qu'on va peut-être regrouper. La première, celle de Philippe Ankers, qui se demande si Suissette travaille à une labellisation des produits issus de l'agroécologie en Suisse ou à l'étranger. On a en ligne avec nous Simon Degello, qui est responsable de la question de sécurité alimentaire et de biodiversité, qui peut-être pourrait répondre à celle-là. Et ensuite, en filigrane de cette question, il y avait une question euh, pour Monsieur Lehmann sur précisément la question du consommateur et la responsabilité du consommateur qui a été pointée à plusieurs reprises. Et cette remarque d'Andrea Steinegger qui dit il n'est pas certain que toutes les couches de la population peuvent déjà se permettre de consommer des produits qui sont issus de l'agroécologie. Que pensez-vous de ce champ de tension et comment l'apaiser? Donc peut-être dans un premier temps Simon Degello sur la question de la labellisation comme influence pour le consommateur et ensuite Monsieur Lehmann. Merci beaucoup de me donner la parole. Je travaille chez Swissaid à Berne. En fait, oui, dans les projets dans le sud, on est conscient que la commercialisation des produits, c'est un facteur de succès essentiel parce que aussi en sud, les paysans ils peuvent seulement profiter si ils peuvent aussi vendre leurs produits et si ce sont des produits agroécologiques, idéalement ils reçoivent aussi un surplus de paiement. Pour cela, dans le sud, souvent, on a le problème qu'une certification bio, c'est très cher relativement parce que ça exige des contrôles.
comme alternative qui a été développée par Suicide, mais aussi d'autres organisations, c'est le système de garantie participatif. Au lieu de contrôleurs externes, il y a le contrôle des paysans eux-mêmes entre soi. Il y a un système qu'ils se contrôlent l'un les autres et aussi les consommateurs, ils sont impliqués dans les contrôles et comme ça, on peut aussi garantir que les standards sont suivis et on peut créer un label qui est crédible et qui est accepté par les consommateurs. Merci. Monsieur Lehmann? Oui, merci. Par rapport, disons, à ce que j'ai dit, la responsabilité du monde de la consommation, donc nous tous, toute la population, je crois qu'il est très important de... Et puis, Madame Schwarz l'a aussi relevé pour le côté un peu philosophique ou psychologique en matière d'agroécologie, c'est qu'il faut qu'on soit toutes et tous conscients que nous devons repenser nos rapports avec la nature. Ça, c'est une chose. Puis ensuite, chacun doit se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi dans la consommation, par exemple, ou aussi dans d'autres comportements? Puis la deuxième chose, c'est on doit repenser les rapports entre nous. Hein. D'abord, nous et la nature, puis ensuite entre nous, donc c'est au long de la filière agroalimentaire. Si on a ça comme point de départ pour se dire, il y a quelque chose qui ne joue pas pour le moment, donc il faut avancer dans une direction pour améliorer les choses, ça c'est déjà, ça change un peu mon approche, mon attitude, si on reconnaît cette nécessité. Ensuite, il y a, disons, des configurations différentes. Par exemple, dans le Sud, je connais beaucoup de gens, de pays, de conditions où c'est l'accès à l'alimentation qui est le maillon difficile, le maillon manquant dans la chaîne ou le maillon faible dans la chaîne. Et comment améliorer l'aptitude à l'accès à l'alimentation? Il y a peut-être, les magasins sont peut-être pleins, mais j'ai plein de gens pauvres qui n'ont pas les moyens parce qu'ils ont un travail journalier, par exemple, pas un salaire mensuel, et ils peuvent perdre cet emploi, comme avec Covid, ils l'ont perdu, avec les crises comme en Ukraine, ils l'ont perdu aussi en Afrique, puisqu'il y a des choses qui ont immédiatement changé d'un jour à l'autre. Donc cet accès, on ne peut l'améliorer qu'en améliorant les conditions économiques, la situation de l'emploi dans ces pays. Et maintenant, dans l'autre extrême, je prends la situation de la Suisse. Nous avons un pays plus aisé. L'écologie, en partie, elle est financée par les paiements directs. Je sais que les paysannes, les paysans n'aiment pas toujours ça, mais il faut être conscient qu'une partie des coûts de l'agriculture est financée par les paiements directs, les coûts en matière d'environnement, protection de l'environnement, mais en même temps, donc l'alimentation coûte moins que ce qu'elle devrait coûter sur le marché. Mais dans les situations internationales, on ne peut pas se permettre beaucoup plus au niveau des prix. Alors, et en même temps, nous avons des gens qui sont plutôt pauvres et qui n'ont pas l'accès, j'ai lu la question en allemand de monsieur, des gens pauvres auxquels on doit aider pour avoir cet accès à l'alimentation au prix suisse. Donc, je dirais, d'une part, que je respecte totalement que des gens qui n'ont pas les moyens achètent des produits moins chers, qui existent aussi dans les magasins, mais la plupart, et je pense que 80%, 90%, pourraient faire un effort sur la base d'un changement d'attitude. Je crois que l'alimentation, dans nos têtes, elle a un budget beaucoup trop restreint par rapport à tous les moyens, toutes les dépenses que je fais. Si nous devons changer notre rapport avec la nature, nous devons aussi repenser notre budget pour l'alimentation par rapport à des budgets pour d'autres dépenses que nous avons. Merci. Avant de prendre une question en ligne de Nunda Mbala, Aïssé, vous vouliez réagir également. Je voulais rebondir sur la dernière intervention de Anne, qui disait qu'il faut des formations, qu'il faut que les agriculteurs soient assez préparés. Et je confirme, oui, sur le terrain, c'est ce qu'on fait. Ça a été notre première entrée en agroécologie. C'était vraiment de former les producteurs, d'intensifier les formations.
Et à côté aussi de faire des champs de démonstration, parce que ça, c'est très important. On ne peut pas amener aux producteurs de faire des changements tout de suite sans leur montrer la différence et quel est l'avantage de ça. Donc, ces champs de démonstration qui servaient à pouvoir faire des parcelles, des espaces avec une production agroécologique et une production conventionnelle, pour qu'eux-mêmes sur le terrain, qu'ils puissent se rendre compte, pour qu'ils puissent voir les évolutions, les avantages de part et d'autre. Donc, c'était juste pour renforcer ça, que la formation des agriculteurs, elle est très importante comme une porte d'entrée pour l'agroécologie. Et l'autre aussi aspect, surtout pour le terrain, pour nous ici, c'est surtout l'accès à la terre, qui est aussi un élément très capital pour l'agroécologie. L'accès à la terre et l'accès à l'eau. Souvent, on est dans des parcelles où, en zone rurale surtout, il y a la difficulté d'accès à l'eau, donc qui ne favorise pas aussi beaucoup une grande production ou d'avoir accès même à l'agroécologie. Donc, les facteurs les facteurs de production sont très importants pour qu'on puisse aussi promouvoir et développer l'agroécologie. C'est la formation, les facteurs de production, l'eau, l'accès à la terre et les semences. On travaille beaucoup sur ça, sur le terrain, et aussi donc les résultats qu'on a aujourd'hui sont vraiment liés à cet effort, à ce grand travail qu'on a fait, qui nous a permis aujourd'hui d'avoir ces résultats. Merci Aïssé. On arrive au terme de cette discussion, mais on va peut-être prolonger de quelques minutes pour prendre une dernière question de Nunda Mbala en ligne. Merci de la parole accordée. J'avais une question. Je suis d'abord Éric Nunda, je suis ingénieur agronome depuis la République démocratique du Congo. J'avais fait une étude scientifique sur l'évaluation de la durabilité de l'agriculture dans les exploitations agricoles qui mixent ou bien qui interfèrent avec l'agriculture et l'élevage. Et j'avais justement compris que sur les 3 échelles de la durabilité, agroécologique, socio-territoriale et économique, l'échelle économique était mise en question parce que ce n'était pas tellement élevé. Et ceci est lié directement aux petits exploitants qui ont souvent des petites exploitations et n'ont pas du tout un revenu qui serait considérable. Ça, c'est un premier aspect. Un deuxième aspect, l'agriculture conventionnelle donne des grandes productions pendant une courte période. Donc, la question de durabilité n'est pas tellement assurée. Contrairement à l'agroécologie, ça nous donne des productions modérées sur une longue période. Donc, ça peut justement assurer une alimentation saine de la population. Mais avec l'aspect où l'agriculture africaine, par rapport à la démographie, il y a un problème de la sécurité alimentaire. Alors, ma question est posée au panel pour savoir comment l'agroécologie peut nous aider à parvenir à alimenter toute l'Afrique. Donc, à arriver à assurer la sécurité alimentaire de la population africaine. C'est ça ma question. Merci beaucoup. Merci. Peut-être Bernard Lehmann. On en revient à la question du temps, hein, la dichotomie entre ce qui est rentable à court terme et ce qui est souhaitable à plus long terme, avec le facteur de l'augmentation rapide de la population. Comment concilier tout ça? Oui, je pense que personne ne souhaiterait, disons, vouloir mieux nourrir la population, quantitativement parlant, en détruisant les ressources qui sont à disposition. Donc, nous sommes tous obligés de trouver des solutions qui sont agronomiquement valables, mais aussi écologiquement durables, hein. Et ceci, ça se fait aussi, des comparaisons se font aussi dans des projets de recherche européens, comme par exemple COM6. C'est un projet où en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie, on compare des rendements entre l'agriculture, disons, très écologique, ou le bio, si on veut, en terminologie suisse, et puis l'agriculture conventionnelle. Et puis c'est un projet sur une longue durée. Et on a vu que quand il y a
des nécessités d'ajustement à cause des produits antiparasitaires qui deviennent interdits, par exemple, les rendements de l'agriculture conventionnelle ont tendance à se tasser et à baisser. C'est aussi la crainte des agriculteurs suisses. Hein. Avec ces réductions nécessaires, on a des pertes de rendement. Et puis on voit que l'agriculture, disons, plus écologique, elle est mieux résistante aussi au changement de l'hydrométrie quand il fait sec ou quand il fait mouillé. Donc ici, on voit qu'il y a un certain rapprochement. Donc ça, c'est aussi un peu l'investissement. Il faut se rendre compte que si on crée des bases plus solides pour la production agronomique, agricole, on aura davantage de durabilité physique dans les rendements. Et ceci a aussi à voir quelque chose avec la formation. Je suis en contact avec une école, par exemple au Cameroun, à Obala, une grande école d'agriculture, avec des collègues en Côte d'Ivoire. Et là, je me rends compte que souvent, l'enseignement est euh, très fortement aussi en association avec des présentations et de l'enseignement du secteur privé qui est intéressé à des solutions où ils peuvent vendre des intrants, donc des engrais et des antiparasitaires aux agriculteurs. Donc ici, sans, disons, crier au scandale, je dis toujours, il y a une tendance très forte à refaire les mêmes erreurs que nous avons fait au Nord. Et ici, c'est pour ça que l'engagement, par exemple, de Suicide, dans ce contexte dont nous parlons aujourd'hui, est très important, mais aussi d'autres interventions du Nord par la DDC qui essayent de mettre en place justement des circuits de formation davantage publics et donc davantage neutres par rapport aux techniques de production. Et ça permettra aussi de donner courage à ces jeunes agricultrices, agriculteurs, aux familles paysannes de s'engager dans une voie qui est durable dans les trois. L'agroécologie, Madame Schnevard, je le redis, il y a une composante socio-économique qui est vraiment importante et dans le fond, ça converge aussi avec vos aspirations. Donc, la durabilité avec les trois axes, c'est quelque chose de très important. Merci. Alors, je rebondis sur ce que vous dites sur la collaboration que vous avez au Cameroun. Là, il y a une question à laquelle on peut répondre vraiment très, très rapidement qui était dans le chat. À quand une formation à l'EPFZ, par exemple, sur un master ou un doctorat en agroécologie? Et peut-être, Madame Schoenvar, vous qui appeliez à davantage d'encadrement pour que les paysans soient sensibilisés et sachent exactement de quoi il s'agit, est-ce que les agriculteurs, le monde paysan pourrait être intéressé par une telle formation? On commence peut-être par Monsieur Lehmann. Oui, j'aimerais rappeler que quand j'étais à l'EPFZ, déjà très tôt, je crois que c'était à la fin des années 90, hein, donc 90, 2000, l'EPFZ a introduit dans le circus de l'agronomie, à côté de production des plantes, production végétale, production animale et économie agraire, un circus d'agroécologie. Hein. Donc ça, c'est déjà ancien. C'est pour ça que je dis, c'est pas un truc moderne d'aujourd'hui, un hype. C'est quelque chose où la formation s'est déjà lancée très longtemps. Mais je dois aussi dire qu'il y avait un scepticisme du côté des étudiantes et des étudiants. Ils étaient peu nombreux à l'époque, mais aujourd'hui, ça a pris une importance toute particulière. Et puis, dans le cursus actuel, l'agroécologie s'est généralisée à l'agronomie. Voilà. Voilà, puis peut-être qu'en complément par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est pas forcément quelque chose qui devrait être enseigné que dans les études supérieures, parce que quand on parle des PFZ, ben, c'est des gens qui ont déjà suivi tout un cursus, qui viennent en plus pas forcément du milieu agricole. On peut tout à fait entrer à les PFZ sans avoir une grande expérience du terrain. Je pense que c'est plutôt des notions qui doivent être enseignées dans les formations de base, c'est-à-dire dans les formations CFC. Alors c'est sûr qu'en CFC, il y a beaucoup, hein, il y a quand on pense la profession d'agriculteur comme elle est vaste, on va pas pouvoir consacrer un semestre complet à l'agroécologie. Mais ce serait possible qu'il y ait au moins des intervenants qui viennent déjà présenter le concept, en fait, pour sensibiliser les futurs chefs d'exploitation.
Parce que ce qu'il y a de très spécial dans l'agriculture, c'est qu'après 3 ans de formation, donc on a des jeunes qui auront 18-19 ans quand ils vont sortir de formation, ils ont un CFC, donc c'est un certificat fédéral de capacité qui va leur permettre de reprendre une exploitation, de devenir un chef d'exploitation, un chef de PME sans plus de formation que ça en fait, hein. Donc si on n'a pas déjà semé quelques jalons au moment de la formation initiale, bah, c'est peut-être même des concepts dont ils vont jamais entendre parler de leur vie parce qu'ils vont pas forcément aller vers de la formation continue ou faire une formation supérieure, pour reprendre leur ferme et s'il y a pas déjà quelques cours qui ont été donnés ou en tout cas une sensibilisation, une présentation des concepts, c'est des jeunes qui vont peut-être jamais, voilà, s'intéresser à ces concepts. Alors pour moi, c'est quelque chose qui devrait être dans un cursus de base. Merci, l'appel est lancé et voilà peut-être un nouveau mandat possible pour Bernard Lehmann d'aller à la rencontre des plus jeunes au niveau déjà des CFC en amont pour parler de cette question. Et il y a encore des questions auxquelles on n'a pas pu répondre dans le chat, mais on a déjà débordé de 10 minutes. Donc merci à tous de votre participation active, à nos 3 intervenants, Anne Schoenvar, Bernard Lehmann et Aïssé Bari. Et avant de refermer la discussion, je donne la parole au directeur de Suiced, Marcus Alemann, pour quelques mots. Monsieur Alemann. Mais merci, M. Sierro, et merci tout le monde, tous les intervenants aussi de ma part, pour ce débat très vivant. Chez nous, c'est Suicide, on est très convaincus du concept de l'agroécologie et c'est aussi pour ça qu'on organise de tels débats. Et vous m'avez parlé du cœur, Monsieur Lehmann, avec votre action dans les médias remonte, avec votre citation au titre « Nous n'avons aucune autre issue ». Et en même temps, dans ce débat, vous m'avez parlé du cœur, Madame Genevard, quand vous avez parlé du agrobashing et du respect qu'il faut envers les agriculteurs et qu'il y a un manque de reconnaissance. C'est bien ça de quoi il s'agit. Ici en Suisse, au moins, je pense, il faut vraiment soutenir les producteurs dans la force envers les distributeurs et il faut sensibiliser les consommateurs. Donc, ce triangle entre consommateurs, distributeurs et producteurs est très important et c'est pourquoi on parle pas seulement des agriculteurs, mais on parle des systèmes d'alimentation et c'est un concept très complexe et qui intègre les dimensions de durabilité qu'on a mentionnées plusieurs fois, ce qui le fait encore plus complexe. Mais je pense qu'on n'a aucun autre choix et c'est un choix politique à la fin de prendre ce chemin ou pas. On observe souvent, comme en Tanzanie par exemple, où il y a pas mal d'avancements dans le domaine de l'agroécologie sur le niveau gouvernemental, que en même temps, le même gouvernement continue avec le choix industriel. Et ça ne va pas ensemble. Finalement, je pense qu'il faut prendre un choix. Il faut continuer ce choix et le faire ensemble. Autrement, on ne va pas contribuer à une meilleure durabilité en ce monde. C'est bien ce qu'on aimerait animer, motiver, et on aimerait le faire pas seul, mais ensemble avec vous, les agriculteurs aussi, Madame Genevard. Donc, je pense que cet esprit que vous avez apporté dans ce débat, c'est un esprit très ouvert, ça aide et ça crée des ponts entre les différents intérêts et c'est un chemin à suivre. Donc, merci beaucoup pour l'intérêt, pour tout le monde, aussi pour mes collègues qui ont organisé ce débat et à la prochaine. On reste en contact et on continue avec le chemin agroécologie. Merci.